Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée La loi de Brandolini. Pourquoi il est inutile de convaincre un con? Alors, c'est un titre qui est assez rigolo parce que même si ça nous paraît logique, eh bien, beaucoup tombent dans le panneau de vouloir absolument convaincre des gens qui soit sont dans un espace psycho-émotionnel de non-responsabilité et qui ne chercheront pas à en sortir, donc du coup, ça va être peine perdue, soit des gens qui, alors ça c'est déjà plus rare, mais qui ne sont pas en capacité de voir leurs erreurs ou de reconnaître leurs erreurs. Alors, la loi de Bandolini, elle est aussi appelée principe d'asymétrie du bullshit, et ça stipule la chose suivante. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du bullshit est bien supérieure à celle nécessaire pour en produire. En gros, en d'autres termes, il est beaucoup plus facile et rapide d'énoncer une absurdité ou une idée fausse que de la démontrer avec des arguments solides et des faits concrets. Et cette loi, elle est formulée par le programmeur italien qui s'appelle Alberto Brandolini, et ça s'applique particulièrement bien aux débats sur Internet, aux discussions stériles et aux tentatives désespérées de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter. Ce qui nous amène à la question de pourquoi chercher à convaincre quelqu'un qui ne veut pas entendre devient une perte de temps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un biais de confirmation. C'est-à-dire que la plupart des gens ne cherchent pas vraiment la vérité, mais plutôt des arguments qui confirment ce qu'ils croient déjà. Donc ce phénomène est connu sous le nom de biais cognitif de confirmation, donc en psychologie. Et ça fait que peu importe finalement la quantité de preuves qu'on va apporter à la personne en face trouvera toujours un moyen de les rejeter. Par exemple, si on prend un complotiste qui dit que la Terre est plate, peu importe les photos satellites, les démonstrations physiques ou expériences de physique qui montrent que la Terre est plate, il répondra quelque chose comme c'est truqué, la NASA ment. Fin du débat, quoi. La seconde raison, c'est l'effet Dunning-Kruger, donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, qui dit en substance, les personnes les moins compétentes sur un sujet ont souvent une confiance exagérée en leurs connaissances, et à l'inverse, ceux qui se sont réellement informés sur le sujet en question savent que la vérité est souvent plus complexe et plus nuancée qu'elle n'y paraît. Et donc du coup, plus une personne est ignorante sur un sujet, plus elle est sûre d'elle-même et moins elle est prête à changer d'avis. Par exemple, un ami se prend pour un expert en médecine parce qu'il a lu quelques posts sur Facebook, alors que son autre ami, lui, il est médecin, donc il est diplômé, donc il en sait quand même un petit peu beaucoup plus. Raison numéro 3, l'usure mentale émotionnelle. En fait, démonter des arguments absurdes demande du temps, des recherches, des preuves, de la pédagogie et donc de l'implication. Et en face, on aura toujours une personne qui peut balancer un ramassis de bêtises en quelques secondes et que même si on prend le temps de les réfuter, l'autre personne, en fait, elle s'en fiche. Donc résultat, du coup, on perd son énergie pour rien. Et en fait, on pourrait résumer ça à un petit dicton qui dit « Ne débattez jamais avec un idiot ». Il vous amènera à son niveau et vous battra par expérience. Et ce qui est intéressant dans ces 3 premiers points, le biais de confirmation, le Dunning-Kruger effect ou l'usure mentale émotionnelle, c'est la chose suivante. C'est dans ce genre de cas, on est face à une personne en face qui est dans un état psycho-émotionnel de non-volonté de voir les choses différemment, d'envisager donc des chemins différents et ou de prendre sa responsabilité. Donc, la personne s'est auto-verrouillée. Voilà, elle a rentré l'adresse dans le GPS. Elle a choisi une façon de penser ou de voir les choses et elle n'en démordra pas. Donc du coup, ça sert absolument à rien. Ce qui est intéressant, c'est du coup pourquoi, à un moment donné, la personne essaye de convaincre cette personne-là qui est verrouillée. Et cette thématique-là devient hyper intéressante parce que peu importe le sujet en question, quand on essaye de convaincre quelqu'un du sujet X ou Y, que ce soit flamme jumelle, essayer de convaincre le runner qu'il est flamme jumelle ou que c'est la bonne personne, etc., ou autre chose, en fait, l'idée c'est de se regarder un peu à l'intérieur en disant mais quels sont mes fuels motivationnels, qu'est-ce qui me pousse en moi à avoir ce comportement, parce que j'ai bien vu que la personne elle réfute en bloc, ou elle part dans le silence, puis après elle revient, ou elle s'amuse à déboulonner de manière rapide tout ce que je dis sans apporter de preuves, et puis moi je continue en fait, parce que ce genre de dynamique, ça fonctionne que s'il y a 2 personnes qui jouent le jeu, sinon c'est pas possible. C'est difficile de convaincre quelqu'un en parlant tout seul dans la rue, quoi. Du coup, on va retrouver un besoin narcissique de validation
convaincre l'autre devient une façon de se rassurer sur son intelligence, par exemple, sa logique ou sa supériorité morale. Donc, ce n'est plus l'autre qu'on veut vraiment faire évoluer, mais soi-même qu'on veut confirmer. Donc ça ne veut pas dire que toute personne qui tente de convaincre une autre est forcément dans un besoin narcissique de validation, mais ça peut être le cas. Donc si j'arrive à lui faire admettre qu'il a tort, alors j'ai gagné. Ensuite, on a angoisse face à la dissonance cognitive. Donc face à un discours irrationnel ou choquant, certains cherchent à le corriger pour rétablir une cohérence mentale. Donc ils ne supportent pas que ça n'ait pas de sens ou que le monde contienne des absurdités impunies. Et ça, c'est un mécanisme d'apaisement de l'angoisse intérieure. Donc, essayer de rétablir l'ordre cognitif. Raison numéro 3, schéma de réparation, c'est-à-dire en gros le mode sauveur. Certaines personnes ont un schéma inconscient de sauveur. Elles veulent sauver, éduquer, ouvrir les yeux des autres. Cela peut venir d'un besoin de se sentir utile, aimé ou reconnu, et donc du coup d'aller chercher sa mission, un désir de reconnaître son existence par le fait de sauver l'autre. Mais le problème, c'est que dans un débat fermé, ce mécanisme, il devient autodestructeur puisqu'on est face à quelqu'un en face qui... C'est comme si en fait on envoyait la balle contre un mur en fait. Ça nous revient toujours, c'est jamais accepté, validé de l'autre côté. 4. Pulsion de contrôle. Donc convaincre l'autre, c'est aussi essayer de maîtriser la situation ou d'imposer une vision rassurante du monde. Donc le fait que quelqu'un pense différemment peut être vécu comme une menace ou un chaos à contenir. Donc convaincre devient alors un moyen de reprendre le pouvoir psychique. Il peut y avoir aussi en 5 des mémoires traumatiques d'humiliation ou d'impuissance. Donc une personne qui a déjà été ridiculisée dans le passé ou invalidée peut avoir donc un réflexe défensif assez fort. Donc je dois prouver que j'ai raison, ce qui va donner un sentiment de validation, donc d'existence. Ce n'est pas que l'autre vraiment qu'on veut convaincre, c'est plutôt un fantôme du passé qu'on cherche à vaincre par procuration, et l'autre finalement devient un peu l'occasion qui fait le larron. 6. Croyance que la vérité se suffit elle-même. Donc certains pensent que la raison, la logique ou la science sont irrésistibles et que si l'autre voit les faits, il comprendra. Mais ce postulat, il oublie totalement le rôle des biais cognitifs, de l'identité et de l'émotion dans les prises de position. Donc c'est une vision un peu idéalisée de la cognition humaine. Et dernière raison, la numéro 7, besoin de rétablir la justice ou la vérité dans le groupe. Donc par exemple, dans une conversation publique, forum, réseaux sociaux, commentaires d'articles ou de blogs, on cherche parfois moins à convaincre l'autre qu'à montrer au spectateur qu'on a raison. Donc c'est une forme de régulation, pour dire sociale, une sorte de marquage de territoire moral. Et notamment celle-ci, on va la voir dans une autre étude de cas que je vais faire en vidéo qui concerne notamment un commentaire sur mon blog et qui va venir montrer notamment ce mécanisme-là. Alors maintenant, voyons comment appliquer la loi de Brandolini dans sa vie. La première chose à faire, c'est de sélectionner entre guillemets ses combats, c'est-à-dire dans quelle discussion on va participer. Donc avant de s'engager dans un débat avec une personne ou avec un groupe de personnes, l'idée, c'est de se demander est-ce que la personne ou les personnes là en face de moi sont réellement dans une posture d'ouverture à la discussion, ou est-ce qu'elles sont plutôt fermées et elles campent sur leur position et émotionnellement, on va dire, engagées. Une fois qu'on a fait ce constat, on peut choisir d'y aller ou pas. Si on a fait ce constat du fait qu'elles sont fermées et qu'on y va, là, il faut se poser la question de pourquoi on irait, alors qu'on sait que ça va être conflictif, ou alors on se retire. La deuxième chose, c'est d'utiliser le principe du grain de sable. Ça permet, au lieu d'essayer de convaincre directement la personne ou le groupe de personnes, de semer comme ça des informations pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc par exemple, on peut poser une question simple qui met en évidence, par exemple, une contradiction, sans chercher à imposer son point de vue. Et du coup, on laisse la personne, le groupe de personnes cogiter ou réagir et voir du coup si après on peut en discuter ou si c'est fermé direct. Par exemple, on pourrait dire ouais, mais si les vaccins sont inutiles, comment ça se fait que certaines maladies ont disparu après leur introduction? Et là, ça permet de voir le terrain et puis de dire ok, je vois que là ils sont complètement fermés, c'est pas la peine, ça sert à rien, donc je m'en vais. Du coup, ça permet de savoir quand partir. C'est-à-dire que si on voit que l'interlocuteur du coup tourne en boucle, ne cherche pas à comprendre, du coup on perd notre temps, donc ça sert à rien, autant couper court et changer de sujet ou ignorer donc complètement la conversation, ça évitera de se battre contre un mur pour rien. Et dernière technique, c'est de répondre avec humour,
C'est-à-dire que ça permet de ne pas se fatiguer, puis de montrer qu'on n'a pas pris donc l'absurdité au sérieux. Donc par exemple, la personne dit ah oui, la Terre est plate, mais alors du coup, les chats, ils poussent dans les arbres alors quoi. Et ça permet de sauvegarder son énergie. En conclusion, la loi de Brandolini, elle nous rappelle que toute vérité n'a pas besoin d'être défendue. Parfois, la meilleure réponse face à l'absurdité, ça va être le silence ou l'humour ou le simple fait de passer à autre chose. Ça, c'est hyper important parce que moi, je le vois dans... J'ai été pendant des années dans tout ce qui va être discours conspirationniste, les extraterrestres, etc. Moi, je trouvais ça fascinant, tout ce qu'on apprend dans ce genre de choses-là, la biologie, la biotechnologie, les mathématiques, la physique quantique, etc., etc., la génétique. Enfin, on met le nez, quand on est HP comme moi, c'est que du bonheur, parce qu'on apprend plein de trucs, en fait. Mais en même temps, on se rend compte d'une chose, c'est que dans les convaincus de ceux qui ont raison, comme ceux qui sont sceptiques, on se rend compte que dans la grande majorité des cas, c'est juste des gens qui, peu importe ce qu'on va leur dire, on va parler à un convaincu, on va lui poser des questions, et on va se rendre compte que il est convaincu de son truc, mais qu'il cherche pas vraiment la vérité vraie, quoi, en fait, comme ce qui est dit dans l'article. Et puis ceux qui sont contre les théories, on va dire conspirationnistes, c'est pareil, en fait. Ils cherchent pas à savoir quelle est la vérité, ils cherchent juste à maintenir leur position. Et rares sont ceux qui sont soit convaincus, soit contre l'idée, être en mode, recherchons, en fait, prenons notre petite loupe, et puis allons chercher pour voir des faits, et puis qu'est-ce que ça t'en a montré. Ils sont très rares, ces gens-là. Et dans le parcours Flamme Jumelle, c'est la même chose. On va avoir tout un tas de gens qui sont persuadés de flammes jumelles, ils n'ont aucune preuve à mettre sur la table. Quand on leur demande, la question dérange. Et ils sont juste convaincus, ils sont dans un biais cognitif de confirmation, et pas que ça. Et pas que ça. Et en fait, c'est pour ça que je parlais dans ce podcast, quelles sont les raisons qui feraient qu'on aurait envie de convaincre quelqu'un qui visiblement n'a pas envie d'être convaincu ou est convaincu de sa version de l'histoire. Ça, c'est des fuels motivationnels en nous. Ce que j'appelle des vouloirs de l'ego mental, de l'inconscient. Des désirs, quoi. Le désir d'avoir raison, de s'auto-valider, de chercher, comme je l'ai dit avant dans la vidéo, un sentiment d'existence au travers de convaincre l'autre. Il y a des sectes qui fonctionnent comme ça, ils essayent de convaincre d'autres personnes pour que eux, ça les confirme dans leurs croyances. Bref. L'idée, en fait, du travail sur ça va être d'aller déloger, dissoudre, effilocher, on pourrait dire la batterie, un peu comme de ton téléphone, quoi. Si tu vides la batterie, le téléphone, tu peux plus utiliser. Là, si on vide la batterie de ces programmes, c'est envie de convaincre, d'avoir raison, / de ne pas avoir tort, etc. Bref, eh bien, on se rend compte que toute la tension qu'il y avait en nous, tout ce fuel, finalement, qui est pas super agréable et qui nous pousse à avoir certains comportements, ça disparaît. Et dans le parcours fonctionnel, il se passe exactement la même chose quand on travaille sur toutes les différentes raisons qui fait que on veut que le runner revienne, qui fait qu'on attend qu'il revienne, qui fait qu'on a besoin de croire qu'on est flamme jumelle, que la source va nous accorder cette semaine, ou sinon ce sera la semaine prochaine, ou sinon dans 10 ans, le retour de l'autre, etc. etc. Bref, tous les fuels motivationnels, si on en décharge les batteries, tout ça, ça commence à disparaître et on récupère quoi? Son ressenti naturel de complétude. Du coup, si tu en es à cette étape-là où tu dis j'en ai marre de me trimballer dans ma vie avec des tensions intérieures, un mal-être intérieur, une sorte de roue qui tourne tout le temps, ou l'obsession flamme jumelle, ou si même tu es dans une relation toxique qui n'a rien à voir avec flamme jumelle, bref, que tu veux te séparer de bagages émotionnels qui sont négatifs, je t'invite à cliquer sur les liens dans la description ou dans le premier commentaire, de manière à ce qu'on puisse démarrer avec toi un travail de libération émotionnelle. Bonne journée!